rentrais du travail et j'ai vu mon mari courir du garage à la maison. J'ai tout de suite compris à sa façon de me regarder qu'il s'était passé quelque chose. Et j'ai vu mon mari en train d'essayer de réanimer mon petit Julien sur le canapé. Je comprenais, je me demandais ce qui... Ça fait drôle, on rentre chez soi, on se demande où d'un seul coup on rentre dans un cauchemar, quoi. Mon petit garçon était mort. C'est mon mari qui l'a découvert dans le garage. Il s'était pendu. Il était monté sur la poubelle et du fait qu'il est parti en évanouissement. En évanouissement, il a ripé, il a glissé de la poubelle, il est parti. A priori, il était à genoux sur la poubelle, d'après ce que j'ai pu voir sur les traces, parce qu'il n'y avait qu'une trace de chaussure. Donc comme s'il avait été génuflexion comme ça. Et très important, il avait les doigts comme à ça. l'intérieur. On l'a retrouvé avec les doigts à l'intérieur. Comme ça. Hein. Donc il s'était Entre déjà la corde et son écharpe. Hein. Donc il était prêt à arrêter, voyez-vous. Et il est tombé en évanouissement, il a ripé, puis il a dégagé. Hein, à la hauteur où il était, il n'y a pas de... Comme la corde était petite. Je n'aurais jamais cru qu'il serait arrivé à risquer sa vie. Franchement, non. Parce que c'était quand même un enfant qui avait la tête sur les épaules, qui était posé, qui était intelligent. Bon, ça, je ne comprends pas. Pour en être arrivé là, je ne comprends pas. J'ai cru sur le coup qu'il s'était suicidé suite à une histoire d'amour. Les jours du Lot, c'est celle-ci qu'on voit le mieux. C'est celle-ci que je présente tout le temps parce que c'est la plus récente. Là, il était en train de danser le Kazatchak. On l'a vu accroché à une poignée de porte d'entrée, la poignée de porte d'entrée. Il était accroché avec une ceinture. Les pieds par terre. Il avait les genoux, on va dire, à 20 cm du sol. Je dis bien les genoux à 20 cm du sol. Et c'est clairement, on a cru qu'il s'était suicidé. Non, moi j'ai cru surtout que c'était quelqu'un qui l'avait tué. D'abord, c'était pas un gamin suicidaire. Hein. Non, mais après coup. Non, mais moi jamais. J'ai jamais pensé au suicide, mais jamais, jamais. Hein. J'ai plutôt pensé à un meurtre. Le jour de l'enterrement, un copain de mon fils vient me voir, vient voir mon mari plus précisément. Il dit c'est pas possible qu'il l'ait fait tout seul, mais il est vraiment fou. Et mon mari lui dit mais fais quoi? Et il est parti en sanglots. Et bon, l'enterrement se passe. Et après donc ce copain je le rappelle et il me dit oui on faisait ça à l'internat le soir, on sortait dans le parc, mais on faisait quoi? Eh ben, mais bon, Xavier est allé plus loin, il l'a fait seul, mais nous, on n'y est pour rien, et ils ont eu peur. Quand je suis rentrée dans sa chambre, là, le ciel m'est complètement tombé sur la tête, c'était l'horreur totale. Nicolas était debout près de son lit, il avait une ceinture de judo autour du cou, et en fait, j'ai tout de suite compris qu'il était mort, sans comprendre pourquoi, mais évidemment, c'était évident, c'était l'horreur totale, quoi. Dans l'heure qui a suivi, en fait, un des policiers de police secours est venu me trouver et m'a dit que mon fils était mort d'un accident. Et il m'a répété ça 3 fois et je comprenais rien et voilà. Et ensuite, par la suite, lorsque mon mari est arrivé, nous avons été reçus par la brigade des mineurs. Et la brigade des mineurs m'a expliqué qu'il y avait un jeu qui existait, qui faisait beaucoup de ravages parmi les jeunes et les enfants. C'était le début de l'explication de ces espèces de jeux d'évanouissement qui tuent des enfants depuis des dizaines d'années. J'ai découvert ça le jour de la mort de mon fils. Le jeu du foulard, le rêve bleu, le rêve indien, le jeu de la tomate, la grenouille, le baiser du dragon. Autant de noms insolites et évocateurs pour désigner des pratiques de cours d'école où en petits groupes et à l'abri du regard des adultes, on joue à s'évanouir en s'étouffant ou en s'étranglant. Pratiques secrètes et hallucinatoires que des milliers d'enfants abordent comme de simples jeux, alors que leurs effets peuvent s'avérer mortels. La première fois, c'est une personne qui est revenue d'un autre établissement, qui nous a appris en fait ce jeu, qu'il appelait le rêve indien, que quelqu'un d'autre lui avait montré. Et donc on a commencé à le faire à 3, puis ensuite on a agrandi le cercle petit à petit. En fait, la personne qui veut se faire un rêve indien ou le jeu du foulard se mettait accroupie
Et pendant 1 minute 30, on respirait fort et vite. Nous, on avait le chrono en main et on veillait à ce que ça soit bien fait. Après, au bout de ces 1 minute 30, se levait très vite. Et donc une personne allait l'étrangler face à face jusqu'à ce qu'elle tombe, jusqu'à ce que les yeux se révulsent. Et on savait qu'un rêve indien était bien fait si les yeux, justement, se révulsaient. Un des après du jeu, c'est alors, qu'est-ce que tu as vu Qu'est-ce que tu as vu Raconte-nous. Donc certains, c'était des flashs, d'autres personnes, c'était des petites étoiles, des petits points. Moi, il y en a un qui m'a beaucoup marqué, c'était des formes de toutes les couleurs. C'était un fond noir avec des néons rouges, bleus, verts, des formes, des carrés, des rectangles. Et c'est assez spécial. Mais en fait, je pense que chacun a ses hallucinations bien à lui. On n'a jamais vu la lumière blanche au bout du tunnel, mais chacun nous décrivait quelque chose de différent. Ça commence toujours par une pratique de groupe. On fait d'ailleurs cette pratique-là pour appartenir à un certain groupe, pour ne pas passer pour un imbécile, pour ne pas passer pour un pleutre, pour un idiot, enfin tout ce genre de choses. On voit les autres dans la cour de récréation. En général, ça se fait dans un endroit un petit peu caché de la surveillance des pions ou des professeurs, des trucs comme ça. Et donc ça attire l'attention, ça intrigue, c'est un petit côté mystérieux. Donc on veut participer, on veut faire comme les autres. Bon. Après, il y en a qui s'arrêtent. C'est-à-dire, il y en a qui vont le faire une fois et qui ne le referont plus jamais de leur vie. Il y en a qui vont le refaire dans des conditions à l'identique, c'est-à-dire toujours dans la cour de récréation ou chez eux ou ailleurs, mais toujours en groupe. Et puis effectivement, il y a un certain nombre de pratiquants qui le font, de façon individuelle. Dans les jours qui ont suivi la mort de mon fils, avec les témoignages de ses copains, j'ai déjà compris certaines choses qui m'avaient paru bizarres, et j'avais fait la réflexion à Nicolas. Mais qu'est-ce que c'est que cette tache que tu as au cou? Ou alors, et après, il m'a fallu quand même plusieurs jours pour me rappeler qu'il m'avait parlé de ce jeu. Le jour où il l'a appris, il m'en a parlé. Il m'a simplement dit « Maman, il y a un tel qui m'a dit quand on appuie là, c'est drôle. » Alors je lui ai dit « Mais que c'est que cette stupidité? Oublie ça, c'est complètement ridicule. » Mais ça ne m'a pas alertée, parce que appuyer là, ça ne veut pas dire... se faire tomber en syncope, c'est autre chose, quoi. J'avais absolument pas compris une chose pareille. Hein. Moi, c'était pas spécialement beaucoup. Je le faisais 1 ou 2 fois dans la journée, mais pas tous les jours. Par contre, j'ai des amis qui le faisaient, surtout un qui le faisait régulièrement. C'est-à-dire que le matin, il arrivait, il pouvait en faire un. Ensuite, la récréation de 10 heures, il en faisait un. Entre midi et 2, c'était une catastrophe. Et puis ensuite, la récréation de l'après-midi. Et puis pour le soir, je ne sais pas. Mais ça pouvait monter à 8 dans la journée. Les adolescents qui pratiquent le jeu du foulard, et ceux qui le font de façon répétée, vous disent que s'ils le font, c'est que ça leur apporte quelque chose. Effectivement, une espèce d'état qui est un état de bien-être, où les choses n'ont pas vraiment leur contour, où les sensations ne sont pas vraiment les mêmes que dans l'état de la réalité. C'est pour ça qu'ils renouvellent l'expérience du jeu du foulard, dans une véritable démarche addictive, entre guillemets, toxicomaniaque. On est vraiment sur un phénomène de mimétisme, d'imitation, de faire comme l'autre a fait pour voir, pour regarder si ça fait mal ou si ça fait du bien. Et quand l'autre dit ça fait du bien, donc il essaye. Il croit contrôler, mais il estime totalement le danger de mort. Totalement. C'est déjà très dangereux lorsqu'ils le font à plusieurs. Il y a eu beaucoup de réanimations dans les écoles, d'après les témoignages qu'on a, hein, avec urgence de l'hôpital, réanimation et tout. Et donc forcément des séquelles possibles au niveau du cerveau. Hein. Mais il y a également tous les enfants qui veulent réessayer tout seuls. Et là, lorsqu'ils décrivent bien que les survivants nous expliquent que lorsqu'ils ont voulu essayer tout seuls, ils n'arrivaient pas à retrouver ces sensations de semi-strangulation. Et donc c'est là qu'ils prennent un lien. Et ils se mettent, donc j'insiste bien, en semi-strangulation pour être à la limite de la syncope. Et malheureusement, si un arrêt cardiaque se produit à ce moment-là, c'est impossible de se détacher.
Alors quand il y a un étranglement, que ce soit avec des mains ou que ce soit avec un foulard, un lien quelconque, vous avez une compression des 2 artères carotides et qui amène le sang oxygéné au niveau cérébral. Donc très rapidement, l'enfant va avoir des hallucinations, va avoir des malaises, il se sent planer, enfin du moins c'est ce que les gens racontent, et puis il va perdre connaissance si la strangulation se poursuit. Mais si la compression persiste, ça aboutit bien entendu au décès. J'ai fait une recherche sur Internet et là, j'en ai eu les bras qui me sont tombés parce que dans ce site, il expliquait tous ces signes, à savoir les traces dans le cou, les maux de tête, les malaises, le trouble de concentration, grosse fatigue, les bruits sourds dans la chambre. Et tout ça, on l'avait connu. Et en plus, il avait des bagues. On l'a retrouvé avec des bagues. Il ne portait jamais de bagues. 8 ans. Oui, 8 bagues. Et on m'a dit, entre autres, que ces bagues, c'était autant de fois qu'il relevait le défi. C'était des victoires sur le foulard. Et là, j'ai réalisé que mon petit garçon pratiquait un truc morbide. Il jouait avec sa vie. Il était en train de jouer contre la mort. Et là... Ce n'est pas un jeu. Parce que bon, il y a plein de jeux où c'est amusant. Il y a des gagnants, il y a des perdants. Mais bon, ce jeu-là, il n'y a que des perdants. Et il y a des décès. Et des parents qui souffrent. J'ai pu rencontrer des jeunes qui faisaient le jeu du foulard. Ils n'avaient pas notion de mort. C'était notion de jeu et de sensation. Mais la notion de mort n'y était pas. Du tout. Et moi je dis, tous les enfants qui sont morts, ils ne savent pas encore pourquoi ils sont morts. Ils ont fait malheureusement un truc qui les a entraînés dans une folie et ils ne voulaient pas mourir. After Jesse died, we found that in our area there were still children doing it alone. When I asked some of his friends the question, why would they still be doing that? They said, well, Jesse just did it wrong. This is the mentality of what they think. You know, it will never happen to me. My release mechanism will work. And they need to be shown that there's hundreds of kids out there that it didn't work, and I'm sure they didn't choose for it not to work. So Kristen created the website Deadly Games Children Play, and we have just been inundated with other children that are losing their lives to it. We're in the process of creating visual maps for people to look at and actually see how big the problem is. And we've gotten maps of, we're starting with all the countries, one of the whole world, of all the incidents we've had of children that have died. Red for female and blue for male. I think the earliest one we have one in 1977. Mostly the data is from 2000 to 2007. After he died, his friend gave me his password to the computer, and I went on there and found all the autoerotic sites that he had gone to learn how to do it. They show how to do it the right way and the wrong way, but there is no right way. People, as soon as they hear the way he died, they think he was either a pervert or homosexual, and he was neither. I spoke to the coroner, the medical examiner, and they said a lot of parents put clothing on them. They're usually naked, as Stephen was, and changed the entire scene of the room to make it look like a suicide, so they don't have to deal with the shame of the sexual element of the accident. And I didn't care. I was relieved
that it was an accident, that he didn't kill himself. And I knew then I had to go public and tell people what happened because I couldn't see this happening again to somebody else. Mother actually wrote into us and said, you know, that's really too bad. I'm so sorry about what happened to your son, but I know I don't have to speak to my children because they wouldn't do something like that. As parents, most of us believe we know our children well enough that they wouldn't do that, or they would do this, or they would do something else. And we don't know them. There's a whole different side to our children that we just don't know. And this can happen to any family, poor, rich, well-off, church-going families, non-church-going families. There is no discretion here. We can't save all of them, but even if we just save one or a percentage of them, it's more families that don't have to go through this and children that get to live their lives. The United States Center for Disease Control, which compiles statistics on many different diseases and such, has stated that in the past 10 years, adolescent death by suicide has made extreme rises. I believe one of the words in that statement is incorrect. I believe it should be adolescent deaths by hanging has increased, because I don't believe they were suicides. Kids are looking for that rush, and they think that this is a safe rush, doing this as a game, because nobody has educated them how dangerous it is. So I asked Carol if she would come and speak at the presentation at my schools, just to personalize it for the kids, to see that this is reality. It's not just a bunch of information I'm giving them or maybe making up, but this is reality of what's happening. It's scary because you can go on to some of these internet sites now and look at some of the videos, and you can see college kids doing this to each other. And then their friend, before they wake up, is having a seizure on the floor, and they are all laughing at him because they just think he's twitching on the floor, not realizing his body's having a crisis at that moment. You know, so it's very scary. So I make it very clear to them exactly what is going on. Why are they twitching? Why do they feel the way they feel? The feeling that they get, that wow, that was strange feeling, is literally millions of brain cells dying, and they give off a chemical release. If somebody gets hurt and they're helping them, they can be charged with murder. We saw Levi suspended from a sling that he had tied each side of the bunk bed, and he had put 3 mattresses on the bottom bunk, so he was kneeling and he leaned into the rope, except he didn't fall out of it when he lost consciousness because we found out he'd had a heart attack. I was dead, clinically dead for a while. Yeah. I went to the Marine Military Academy in my 8th grade year, and well, I guess some people was like, you want to see a cool trick? And they like passed me out, and I thought it was pretty cool. And I came back the next year for my freshman year, and I played it by myself 2 times before this, and then I guess I died. Is this a suicide, or did you play the game? I was playing the game. So, and I lost schoolwork, guys. I did all honors classes, like everything was advanced for me. It was really, I guess, hard, but I guess I thought I could do it. A lot of people like did dip. It was like tobacco you put in your lip, and or smoked cigarettes or like drank. But I didn't want to get caught doing that because I was like doing really well. I didn't want to mess it up. So I thought, do this, I won't get caught. I've never seen anybody pass out, play the game and not get back up. And it's just, I'm glad I'm here and just not in the ground, because it wouldn't have much fun down there. Ready? So 1, 2,
This is a video of Ryan Tucker, who played the choking game and lived from it. He was deprived of oxygen for such a long time that he has serious brain damage because of it. He'll never be the same. He has a twin brother that is affected by this as well, because his brother isn't the same as he used to be. He's a completely different boy. He's a teenager who has the mentality of a 7-year-old, and now he has to be taught how to walk and talk again. He has to start over. It can almost be worse if you survive from it. If Levi probably would have been a few more minutes, this may have been the exact case. There are very rare cases where children are surviving that had this happen and haven't had this type of damage. It's very heartbreaking. Jouer avec sa respiration, jouer à faire le mort. Ces jeux où l'enfant expérimente les limites de son corps semblent aussi vieux que le monde. Et ils s'appliquent à tous les âges puisqu'on constate aujourd'hui dans les écoles primaires et maternelles une extension de plus en plus précoce d'une variante du jeu du foulard, le jeu de la tomate. La tomate, c'est celui qui ne respire pas le plus longtemps, qui devient rouge en fait. Il y a des sensations, parce que t'es dans le coma un peu. Le pire, c'est qu'il y a des tout petits qui jouent avec. Et aussi, Les tout petits, il y a des petits si qui doivent avoir 5-6 ans, et ben ils jouent à la tomate. quand ils peuvent devenir rouges, ça veut dire qu'ils commencent à plus pouvoir respirer. Même ils se disent, j'ai envie d'arrêter de... Mais ils peuvent pas, ils sont tellement... Ils peuvent pas respirer, ça devient... Ils peuvent pas ouvrir la bouche ou le nez pour respirer. C'est des jeux d'enfants qui exercent leur toute-puissance, c'est-à-dire c'est moi qui me fais vivre ou qui me fais mourir, quoi. J'arrête de vivre, j'arrête de respirer. Et puis après, hop, c'est moi qui remets ma respiration en route. Je vous parlais de cette institutrice qui s'est rendue compte de ça dans sa classe. Alors c'était intéressant. Elle dit à un enfant qu'elle disputait un petit peu, « Oh, puis arrête, qu'est-ce qui t'arrive? T'es rouge comme une tomate ?» Et alors là, les enfants ont dit « Ah, bah, peut-être qu'il a joué à la tomate ?» Et à ce moment-là, elle s'est aperçue qu'il y avait des enfants qui le faisaient souvent. Et souvent, pas forcément en groupe, aussi chez eux. Alors, on peut parler ici de jeu, avec une inconscience des risques que provoque ce jeu, et pas encore d'addiction. Sauf que l'institutrice s'est dit « Oh, mais il y en a pour lesquels, quand même, c'est plus qu'un jeu. » Et c'est des enfants de CM1. Plus on est petit, plus la réalité n'est pas suffisamment posée parce qu'on est petit, plus nous serons en danger dans les jeux. Parce que nous n'aurons pas de limites suffisantes et que nous n'aurons pas un arbitre à l'intérieur de nous. Donc il faut qu'il y ait un arbitre à l'intérieur de nous, c'est-à-dire la réalité qui nous permet de dire « Stop, il ne faut pas que tu ailles plus loin ». Si nous n'avons pas d'arbitre, tout devient dangereux. Lorsque l'on parle de jeu du foulard, d'expérience d'évanouissement, de quel enfant ou adolescent parle-t-on? Il y a une nette différence à faire entre un enfant de 8 ans et un adolescent de 16, 17, 18 ans, qui peut avoir conscience du danger de mort de par sa maturité et donc un désir de flirter avec la mort pour se sentir exister, pour expérimenter des sensations nouvelles et surtout se valoriser en disant « j'ai réchappé à la mort, je légitime ainsi le sens à donner à mon existence, ma valeur, le prix, je mérite d'exister, je suis quelqu'un. » C'est aussi une volonté d'écarter les adultes. Hein, c'est le moi tout seul du petit, et puis c'est moi sans vous de l'adolescent. Hein, ça m'appartient, je fais ce que je veux de ma vie, je fais ce que je veux de ma vie. C'est quand même une parole excessivement adolescente. Hein. Il faut absolument refuser le genre d'explication suivante qui va dire ce sont des enfants ou des adolescents en souffrance qui vont plutôt flirter avec ce genre d'expérience, ou des enfants dits suicidaires inscrits dans des histoires ou des trajectoires de vie difficiles. On ne peut pas tout expliquer non plus. Certains vont aller jouer au jeu du foulard, d'autres ne vont pas aller jouer au jeu du foulard. Moi j'ai commencé à prendre du recul, tout bêtement, suivant les cours de biologie.
On est arrivé sur le système respiratoire, cardiovasculaire et des choses comme ça. Et donc, on a parlé avec la prof justement du fait de ne pas respirer, que le sang ne monte pas au cerveau, justement que l'oxygène n'aille pas alimenter nos petites cellules dans le cerveau et que ça pouvait avoir des conséquences très graves. Moi, j'avoue, quand j'ai entendu ça et que je l'ai réellement entendu venant d'une personne, on va dire, d'autorité supérieure que mes amis, je me suis dit, c'est peut-être pas forcément faux, il faudra peut-être faire attention. Au-delà des pratiques de cours d'école, le jeu du foulard trouve aujourd'hui toute une gamme d'incitations dans le monde virtuel d'Internet, des jeux vidéo, des films d'animation, ainsi que dans la littérature enfantine. Pour certains enfants, les repères se brouillent entre les mondes réels et imaginaires, et ils peuvent être tentés de traverser le miroir, parfois au risque de leur vie. Une fois, Gaspard était venu dormir à la maison de campagne et il m'avait montré le jeu, le livre avec les dés. Le livre tueur. Il m'avait expliqué les règles, comment on y jouait. En fait, c'est un livre, on est un héros, puis on doit faire des choses, par exemple, comme il disait, sauver des gens ou se battre contre des monstres. À mon avis, ils étaient à un endroit où c'était vous reposez près d'un arbre et vous vous faites étouffer par des lianes ou quelque chose comme ça. Et avec votre couteau, vous avez essayé de couper la corde. Ouais. Il n'a pas réussi parce que le tambour est tombé. Le tabouret est tombé, il était paralysé et il a rien pu faire. La corde lui a serré, il n'a pas pu attraper la corde pour essayer de se remonter. On meurt, et ben on se dit que c'est pas grave parce qu'on croit qu'on va ressusciter comme dans les jeux, parce que dans les jeux on ressuscite tout le temps. Son grand frère est monté, il a été dans sa chambre, il est passé devant la chambre, il a trouvé son petit frère suspendu. En fait, je ne savais pas exactement de quoi était mort mon fils. Donc, il y avait une hypothèse, enfin une piste, qui était le livre, ce fameux livre qu'il lisait dans la voiture ce soir-là, qu'il avait relu sur les transats, sur la pelouse, et qu'il l'avait à côté de lui dans son lit. Ce livre est un livre qui propose aux enfants des aventures. Et c'est un livre où en même temps on compte ses points, si on a réussi, si on a échoué, etc. C'est un livre d'aventure. Et en l'occurrence, là, l'épreuve, c'était que l'enfant se retrouvait avec une liane qui descendait derrière lui, qui s'entourait autour du cou. Et l'épreuve, c'était d'arriver à se débarrasser de cette liane. Donc, la liane serrait de plus en plus, le visage devenait de plus en plus violet, et il fallait attraper une épée et trancher la liane, qui serrait de plus en plus, pour pouvoir se libérer de l'étreinte maléfique. Je crois que c'est ça les mots. Et donc, il y a toute une description de suffocation, de vous perdez conscience, vos yeux se révulsent, ça y est, vous partez, etc. Enfin bon, il y a toute la description. Et donc, dans un cas, il y a si vous êtes chanceux, et alors là, il y a la description de vous arriver à trancher la liane qui soigne d'un truc. Et puis de l'autre côté, ça dit, en dépit de tous vos efforts, vous vous battez, vous n'arrivez pas, vous tombez, vous vous évanouissez complètement, et voilà, et vous êtes mort. Ça, c'était la version où on perdait 2 points d'endurance. Il y a eu le début d'une enquête pour comprendre comment ce petit garçon était mort. Et la première chose qu'ils ont bien évidemment investiguée, c'était est-ce que c'est un meurtre ? Mon fils aîné, ils l'ont pris à part, ils l'ont pris tout seul, avec des « on voit dans tes yeux que tu mens, dis-nous la vérité, dis-nous que c'est toi qui as fait le coup, avoue, tu dis pas la même chose qu'hier soir ». Pour dire combien c'est grave qu'il y ait cette méconnaissance totale de ce jeu, c'est ravageur. Pour un adolescent, franchement, il gardera des séquelles de ça toute sa vie. J'ai toujours culpabilisé de ne pas avoir vu, de ne pas être au courant de tous ces signes. Alors que je mettais en garde mon fils, je le mettais en prévention du sida, de la drogue, de la cigarette, de l'alcool. Et ça, je ne l'ai jamais mis en garde. Mais bon, c'est vrai, je ne connaissais pas, vous me direz. Je ne pouvais pas le mettre en garde. Mais quand on est parent, on culpabilise. Parce qu'on est parent, on doit tout savoir. C'est pour ça que la prévention,
C'est très important parce que les parents, ils doivent savoir que ce jeu, il y a des rites et que si on ne les connaît pas, on peut pas comprendre la mort de son enfant. C'est toujours très traumatisant de voir, pour des parents ou pour l'école, de voir qu'on est passé à côté de quelque chose qu'on n'a pas vu. Je pense qu'on est tous, que ce soit l'école, les familles, tous responsables. Les familles sont responsables, le collectif est responsable, les ministères sont responsables. On est tous vraiment responsables et pas coupables. C'est-à-dire que on a oublié de voir, il faut apprendre à voir, et c'est le seul moyen, effectivement, de se débarrasser de ça. Aux âges des apprentissages fondamentaux, quand les enfants ont 2, 3, 4 ans, quand on inculque les interdits, les choses qu'on a le droit de faire et pas le droit de faire, les choses qui sont incontournables, non négociables, je voudrais que le côté jouer avec sa respiration et jouer à se mettre quelque chose autour du cou, ça devienne un interdit formel. Il faut vraiment aujourd'hui que tous les parents soient au courant de l'existence des jeux d'évanouissement. Un petit de 12 ans est mort en 2007. Les parents n'avaient jamais entendu parler de ça. Le gamin en avait tous les signes, exactement les mêmes qu'avait mon fils en 2000. Ce gamin avait tous les signes de ce jeu. Il est mort par ignorance. L'impression qu'il nous regarde. Ouais, c'est ça. Ouais, là on dirait que c'est comme Qu'il la me Joconde. regarde. C'est comme la Joconde. Là, Là, on voilà. dirait qu'il nous regarde. Là aussi. Parce que ça veut dire qu'il est toujours là. Il est pourtant. Moi, des fois, je me dis, c'est pas vrai, Gaspard, c'est un mauvais rêve. Et je deviens à chaque fois de plus en plus triste. Parfois, quand je passe devant son cimetière, et ben j'y vais. Je vais devant sa tombe, je lis ce qu'il y a marqué et je fais comme, je lui parle comme s'il était encore là. Et que je veux prouver que c'est toujours mon ami et que j'oublierai jamais. C'est comme s'il était vivant. The river is deep, the flow takes you down. If you fall asleep to the winter town, don't switch off the light, the night is so deep. Don't board on that flight, it's a one-way trip. Chucking's not a game, chucking's just a lie. It's not all the same.